Bonjour à tous et bienvenue sur Be Smart for Change dans ce nouvel épisode de Time to Talk. Dans cet épisode, on sera avec deux marques, Egide tout d'abord, avec son fondateur Henrique Gaucher, et on ira ensuite à la rencontre d'Oris, une marque qui a fêté ses 120 ans l'année dernière, avec Vincent Coquet. On se retrouve pour cette première partie de l'épisode chez Egide, rue Volnay à Paris. Bonjour Henrique Gaucher, merci de nous recevoir. Bonjour Laurent, merci de nous rendre visite. Alors on est ravis d'être là et dans cet endroit qui est complètement incroyable, tu peux nous dire deux mots sur le showroom ? Oui, bien sûr, on a beaucoup de chance d'y résider, d'y être permanent. C'est un showroom qui est à la fois une boutique et à la fois une galerie pour les artistes que nous on appelle les artisans du changement. C'est-à-dire les gens qui travaillent un métier séculaire comme nous on peut le faire pour l'horlogerie et comme vous voyez peut-être derrière moi pour les meubles, mais avec une volonté de casser les codes et d'aller un petit peu plus loin dans le design, les méthodes et parfois le concept même. Alors ça se voit, ça se sent et aujourd'hui on va parler d'Egide, bien sûr, qui est la marque que tu as créée, oui. Dont tu es cofondateur. Tout à fait. Et qui s'inscrit un peu comme un ovni dans le paysage horloger aujourd'hui. Alors je dis ovni en toute bienveillance, mais tu vas nous en dire plus. C'est une marque qui a aujourd'hui 8 ans, c'est ça ? C'est un projet qui a commencé il y a 10 ans. Il y a 10 ans même, le projet a commencé. La première montre est sortie en juillet 2018. Donc on va dire 6 ans, un peu plus de 6 ans. Alors la marque Egide, son univers, comment elle s'inscrit dans le paysage horloger aujourd'hui ? Alors, sans être un ovni, Egide, c'est une marque un peu particulière qui a été pensée par une espèce de bande de copains. Il faut imaginer un groupe de rock qui s'est dit si on faisait quelque chose de différent. Voilà, on savait tous jouer de la musique, on savait tous jouer les morceaux des grands groupes, mais on avait envie de faire notre musique à nous et on a créé une sorte de super montre à la française, c'est-à-dire une fusion de l'horlogerie traditionnelle qui peut durer des générations avec le stylisme à la française, le super pouvoir de pouvoir changer de fonction et de genre de la montre n'importe quand on le veut, aussi bien durant des siècles qu'en 30 secondes top chrono avec quelques accessoires. Alors les images parleront évidemment, mais ça c'est le concept même d'Egide, c'est d'avoir une montre qui change quand on le souhaite. Voilà. Et ça c'est assez unique. On dit de nous qu'on a inventé l'horlogerie évolutive. Donc un produit qui est fait pour durer des siècles, mais auquel on va pouvoir l'habiller, comme on le fait très bien tout naturellement nous avec nos vêtements tous les jours. On va se créer petit à petit en s'achetant des accessoires séparément et beaucoup moins cher qu'une montre complète, bien sûr. On va se constituer un dressing horloger qui va rester dans le temps et devenir finalement notre ADN horloger avec tout ce qu'on aime, parce qu'on est tous, on n'est pas unique dans notre tête, hein, on est tous plusieurs. Donc on a besoin, et puis on n'est pas le même à 30 ans qu'à 40 ans et à 60 ans, donc on a besoin d'évoluer. Et on s'est dit qu'un compagnon de vie, comme l'a toujours été la montre, telle qu'on l'avait encore il y a quelques décennies, se devait d'évoluer avec son porteur. Et c'est comme ça qu'on a eu cette réflexion, et par chance et avec beaucoup de travail, on a trouvé un moyen formidable de le faire de manière extrêmement simple, de manière extrêmement pérenne, et de manière sans outils, sans connaissances horlogères. C'était un vieux rêve d'horloger. Omega, déjà dans les années 70, essayait de faire ce genre de principe. Et on a trouvé ça un petit peu par hasard avec mon petit frère qui est l'un des cofondateurs. Et ça a vite aiguisé l'appétit des grands groupes horlogers. Ouais, c'est une histoire de famille, on y reviendra juste après, mais très concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas la marque, qui n'ont jamais vu ou tenu une montre Egide entre les mains, est-ce que tu peux nous décrire très rapidement comment ça fonctionne ? Alors, une montre Egide, c'est tout simple, c'est une montre qui a l'air tout à fait normale, mais qui est composée de 3 éléments rattachés entre eux par 2 systèmes de fixation rapide. Ce qui fait qu'on est capable de démonter la montre en 30 secondes et de la remonter en 30 secondes, sans outils, sans connaissance horlogère, avec juste 2 doigts pour seul compagnon. Voilà. Donc l'élément principal de cette montre, c'est cette capsule.
Cette capsule qui a le cahier des charges, on va le dire, d'une montre de plongée, avec une couronne vissée, un tube vissé, un fond vissé. Les amateurs d'horlogerie le sauront, c'est le prérequis pour avoir une montre à tout faire et à long terme. Et grâce à cette capsule horlogère qui peut tout faire, eh bien, on va pouvoir faire une montre de sport, une montre habillée, une baroudeuse comme je porte aujourd'hui. On va pouvoir lui associer n'importe quelle forme et n'importe quel bracelet pour lui donner une fonction particulière ou un style particulier qui va nous accompagner dans la journée ou même une partie de la journée. On a des clients qui se promènent avec une petite pochette avec plusieurs accessoires à l'intérieur et quand ils sortent de leur bureau bien habillés, costume, cravate, et puis qu'ils vont faire l'happy hour avec leurs copains, eh ben, ils changent la montre d'aspect. Et, Changement de style dans la journée. Ouais. D'ailleurs, tu parles de clients. Qui sont les clients Egide aujourd'hui? Il y a un client type ou c'est diversifié? Oui, alors, Egide, c'est une jeune marque de créateurs indépendante, et donc par définition, c'est un peu une marque de niche. Et les premiers à avoir adopté vraiment le concept Egide sont des gens avec un esprit en général très créatif. Voilà. Le monde horloger, c'est un monde extrêmement codifié, avec des icônes qui existent depuis 50, 100 ans et qui trustent un petit peu les premières places des ventes parce que forcément, si on achète une montre qui était là et qui a du succès depuis 100 ans, on peut penser qu'elle aura encore du succès encore dans 100 ans. Donc, en général, nos clients à nous aiment bien construire leur vie, ils sont assez indépendants, ils aiment bien maîtriser leur consommation, ils n'aiment pas être enfermés dans quelque carcan que ce soit. Donc, si on doit faire le persona un petit peu de notre client, c'est souvent un architecte, un artiste, beaucoup d'entrepreneurs, énormément d'entrepreneurs, et assez jeune. La moyenne d'âge est assez incroyable, mais on est en dessous des 35 ans. En dessous des 35 ans, et pour des montres qui sont vendues quand même à un certain prix, Oui. Parce qu'on n'est pas du tout dans la montre fantasy, soyons très clairs. C'est un objet qui est designé avec les plus hauts standards. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu et remarqué en ayant dans la main. Et donc c'est assez marrant de voir que cette clientèle-là va décider pour un certain prix d'aller acquérir une marque moins connue, mais avec laquelle elle a plus de connexion. Oui, mais c'est un petit peu le double message d'Egide. C'est-à-dire qu'en dehors du concept qui peut paraître fantasy dans un premier temps, on a tenu aussi dans notre délire d'horloger indépendant à faire des produits d'une qualité multiséculaire. Et pour cela, on s'est adjoint les services parmi les meilleurs artisans de chaque composant. Dans l'horlogerie, il y a une tradition qui s'appelle l'établissage, qui dit que c'est pas la peine de faire mal une montre entièrement chez soi, il faut mieux faire les composants vraiment très très bien chez des spécialistes et ensuite de les assembler en un endroit donné. Là, nous, on a tout à fait ça, mais on l'a fait de ce côté de la frontière en France. C'est-à-dire qu'on est allé voir des artisans, des sorciers qui travaillent le métal, qui travaillent les mouvements avec des marques qui vendent des montres à plus de 100 000, 200 000 euros et qui ont accepté dans cet esprit de montre française de travailler pour un peu moins cher et puis pour faire des composants complètement délire, plus souvent et pour une marque qui soit le plus français possible. Et donc, on parlait tout à l'heure des hommes derrière. Alors, derrière Egide, il y a toi, ton frère. Oui. Pas seulement. Non. Alors, il y a qui dans le groupe de rock? Alors, dans le groupe de rock, il y a 3 fondateurs. C'est le H, le E et le G d'Egide. Donc, Henrik, moi j'arrête, j'ai déjà assez parlé. Le E, c'est Emric. Emric, c'est un jeune génie de la communication et de l'art, féru de culture, de mode. Et c'est lui qui va nous insuffler cette volonté de faire plusieurs nouveautés par an et puis de sortir vraiment des influences classiques de l'horlogerie pour apporter de plus en plus de matière créative à nos clients. Il est aidé en cela par une autre personne qui arrivera un peu plus tard. Le 3e fondateur, c'est Grégory Gaucher, mon jeune frère de 18 mois de moins que moi. Lui est concepteur industriel. Donc mes délires d'horloger, Grégory va les dessiner aux normes qui font qu'avec nos fournisseurs de pointe, on n'aura même pas à discuter les plans.
il sait exactement comment ça passe dans la machine et ainsi de suite. Ça nous permet, chez Egide, de concevoir nos montres de A à Z en interne. Et ça, c'est pareil, c'est exceptionnel. Même en Suisse, on a des studios, des bureaux d'études auxquels les marques confient ce genre de tâches. Qui confient les concepts pour après sortir des plans qui peuvent être eux-mêmes fabriqués. Voilà. Donc, nous, on compose nos chansons tout seuls dans ce groupe de rock. Et hormis ces 3 fondateurs-là qui sont là depuis le tout début, il y a 2 personnes extrêmement importantes à notre cœur et à notre activité qui nous ont rejoints ensuite. La première dont je parlais, c'est Jérôme Coste, notre directeur artistique, qui lui est là pour nous donner justement des influences extra-horlogères. Il vient pas du tout de la montre, ce monsieur. Il vient de la moto, il a travaillé dans la mode avec Karl Lagerfeld, Chanel, Louis Vuitton, enfin il a travaillé avec vraiment beaucoup de grandes marques. Des univers pas loin, mais pas de l'horlogerie. Voilà. Et lui, il est là pour sortir du cadre. Voilà, c'est son taf. Et ensuite, moi, j'en fais des montres et mon frère en fait de la matière métallique. Et la 5e personne, mais pas la dernière, c'est Scott Montemurro, notre associé aux États-Unis, qui est un vétéran du commerce horloger là-bas. Il a dirigé des branches de Vacheron Constantin, de la montre Hermès aux États-Unis, et il connaît tellement bien le métier que lui est un peu le sage de l'équipe. C'est un peu, tu vois, si tu connais un peu les Rolling Stones, c'est un peu le Charlie Watts qui nous donne la mesure de laquelle on ne doit pas sortir. L'image est bonne. Ouais. L'image est bonne. Et comment vous le rencontrez, Scott? Parce que lui est aux US. Il est aux US, mais écoute, Egide, c'est une histoire un peu incroyable, un peu céleste. C'est une histoire de rencontre avec cette qualification d'OVNI que tu nous donnais, qui a attiré énormément d'attention sur nous. Et on s'est retrouvé un petit peu avec toute la planète horlogère qui s'est mise à nous contacter, nous poser des questions, comment on avait fait ça, comment on l'avait fait avec si peu de moyens, enfin des choses comme ça. Et puis Scott, c'est comme ça qu'il nous a rencontrés. C'était pendant le Covid, alors qu'on communiquait sur LinkedIn. Il nous a dit je suis super intéressé par votre truc et tout. Envoyez-moi un kit. J'aimerais bien voir ce que vous faites. Ce qu'on a fait en totale confiance. Et puis on a décidé de s'associer avec lui parce que voilà, on n'est pas forcément des commerçants nous. Et puis on sait rien au final. Donc on a besoin de bien s'entourer pour faire des choses à long terme. Parce que si on fait des montres à long terme, il faut aussi que l'équipe elle le soit à long terme. Et puis ça vous permet en plus d'avoir un accès direct au marché américain, ce qui est, à ce que j'ai compris, très important pour vous aujourd'hui. Le marché américain est génial. En volume, c'est le plus gros marché du monde. Aujourd'hui, la Chine a reculé. Le marché américain vraiment est remonté en flèche. Et puis, pour Egide, c'est un marché qui est extraordinaire parce que là-bas, il y a une liberté de création, justement, qui est fabuleuse. Les gens vont acheter une montre à $4 000 parce qu'ils sont capables de la configurer pour qu'elle aille avec leurs sneakers à $300. Voilà. Et donc, on a des clients américains absolument incroyables qui nous envoient des combos dans leur voiture, dans leur jardin, des combinaisons d'éléments auxquels on n'avait même pas pensé nous-mêmes. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et donc, pour l'instant, on se limite, nous, au marché français et au marché américain de manière physique. Et ensuite, bien sûr, sur notre site internet, il nous arrive d'envoyer des montres partout dans le monde. Aux 4 coins du monde, le cas échéant. Oui. Bon. La suite pour Egide. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez, c'est une montre, une marque qui a été créée, très bien. Les produits sont là, ça fonctionne. Vous avez un groupe d'aficionados un peu partout dans le monde. La prochaine étape? La prochaine étape, c'est un peu comme toutes les entreprises, vous devez en voir beaucoup sur Bismart, c'est la croissance. Comment gérer la croissance? Comment faire bien sans ne pas aller trop vite, mais pas aller trop lentement non plus. Donc on va là encore faire de la mécanique horlogère dans notre croissance, c'est-à-dire qu'on va essayer de rester à la bonne heure, à la bonne époque. Donc on a décidé de grandir piano, mais de grandir sano. Et c'est pour ça qu'on fait en ce moment une petite levée de fonds qui va nous permettre de décupler nos capacités de production. Aujourd'hui, très clairement, on a une demande qui est supérieure à l'offre. Voilà. On n'a pas envie, comme la plupart des marques, de créer une frustration extrême et puis des listes d'attente et des délais incroyables. Donc, tant que cette demande augmente, on va essayer d'augmenter notre offre et notre production au fur et à mesure. Voilà, aujourd'hui, c'est une marque qui fabrique quasiment sur mesure.
C'est-à-dire que nous, quand on a une commande d'un détaillant ou d'un client, eh bien, la montre, si elle a été faite un mois avant, mais on n'a pas 3 ans de stock devant nous, comme ça, on a un nombre d'éléments et on les fabrique en fonction de la demande qu'on a. Merci beaucoup, Henrik. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? On souhaite Encore plus de succès? Oui, bien sûr, mais avant tout, on nous souhaite de continuer à nous amuser, parce que c'est ce qu'on fait. On fait un métier de passion, on a beaucoup de chance. Les gens qui passent la porte de cette boutique, très souvent, sont des gens qui sont passionnés. Et ça, c'est le plus beau métier du monde. Vendre du bonheur finalement aux gens quand ils ressortent, qu'ils sont en famille et puis qu'ils s'échangent les éléments. On fait des ventes père-père, on fait des ventes père-fils, on fait des ventes mari-épouse, on fait des ventes de couple comme ça. Et ça, qui s'échangent les éléments au fur et à mesure. Et ça, je vous garantis que c'est une charge émotionnelle pour nous qui est exceptionnelle. Et quand on sort une nouveauté et qu'on voit l'effervescence qu'il y a autour, les gens qui s'approprient ce qu'on a fait pour faire eux-mêmes, créer eux-mêmes leur montre, ça c'est pareil, c'est une grande fierté pour nous. Donc ça, c'est ce que je souhaite que la maison conserve à long terme. Le reste, c'est accessoire. Et c'est ce qu'on vous souhaite également. Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci Laurent. Et à très bientôt. Oui, à très bientôt. On se retrouve au sous-sol de la boutique Oris, au 167 boulevard Saint-Germain. Et on a le plaisir d'être avec Vincent Coquet. Bonjour Laurent. Bonjour Vincent. Alors, on va parler d'Oris, évidemment, mais avant ça, puisque c'était juste hier soir, qu'est-ce qui s'est passé ici hier soir? Alors dans ce même endroit, dans cette cave, on n'était pas sous les mêmes couleurs. La cave était tout de rose vêtue pour célébrer Miss Piggy, notre nouvelle égérie. Donc cette montre qui est sortie tout début janvier, cette ProPilot X Miss Piggy, qui est la continuité de la montre PPX sortie en 2023 avec le meilleur ami ou le meilleur compagnon de Miss Piggy qui était Kermit. Qui était donc le modèle qui est vert, toujours Kermit. lui, couleur Kermit. Tout à fait, avec cette petite poésie, tous les premiers jours du mois, le Kermit Day. Donc prends du temps, une invitation à prendre du temps pour soi et un droit à la paresse, si on peut dire. Exactement. Voilà. Et alors, la Kermit était, elle, dans les proportions classiques de la ProPilot. Ouais. Et en revanche, la Miss Piggy... Miss Piggy, c'est une réinterprétation de la ProPilot X. On est en 34 mm en acier. Donc, contrairement à la première version de la PPX qui était en titane, tout en titane, là, on est sur une version assez acier, assez shiny, donc avec du poli, du brossé et un cadran rose fuchsia avec des index baguettes également et puis un petit diamant de laboratoire à midi. À midi, voilà, pour bien signifier que Miss Piggy est derrière, justement. Oui, sur le fond de boîte, sur en fait. Donc il y a une petite ouverture où la tête de Miss Piggy est dessinée sur la masse oscillante et selon la position, on va revoir le visage de Miss Piggy. Donc le fond de boîte est complètement polymiroir afin de donner ce côté un peu miroir pour Piggy et en fait on voit la tête de Miss Piggy apparaître. C'est presque le boudoir de Piggy derrière. Oui, c'est un peu ça. Avec son miroir de coiffeuse. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est la sortie qui vient d'être faite. Les montres sont disponibles. Les montres sont disponibles. Très bien. Donc on peut passer à la boutique. On peut passer dans les boutiques parisiennes. On peut passer chez nos meilleurs détaillants aussi, évidemment. Très bien. Qui les ont bien sûr en stock. Et ça venait couronner les 120 ans d'histoire de la marque. Qui ont eu lieu l'année dernière. Exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année-là et après ces 120 ans, où on va avec Oris? Alors, 120 ans d'histoire, 120 ans, c'est long. Il n'y a jamais eu de coupure sur ces 120 ans, donc ça déjà c'est une première fierté. 120 ans d'histoire continue, c'est pas forcément le cas pour toutes les grandes maisons horlogères, donc ça c'est et d'autant plus pour une maison indépendante. Donc ça c'est. Alors je traduis pour nos spectateurs, c'est 120 ans d'histoire ininterrompue, c'est-à-dire qu'Oris a traversé la crise du quartz, notamment toutes les crises et les autres. Depuis ces 120 ans. C'est ça, avec différents changements bien sûr, puisque la crise du quartz a conduit en fait la marque à être reprise par certains employés aujourd'hui qui sont toujours là à la tête de cette marque et de cette grande maison. Mais voilà, donc 120 ans d'histoire.
plein de belles choses. On a eu jusque dans les années 70 une des maisons les plus prolifiques en termes de création de mouvements, en termes de production également, parce que Oris avant tout est une marque industrielle. En 1904, l'idée était de lier l'artisanat à l'industrie, comme a pu le faire un an plus tard Rolex et d'autres en fait vraiment, mais donc de ne pas être une marque artisanale au sens propre du terme. Mais de pouvoir passer à des échelles qui sont exactement, différentes. Donc de faire des productions larges. Donc c'est toujours le cas aujourd'hui, bien sûr. Et donc Oris c'est une marque avant tout, une marque industrielle suisse qui a et indépendante. Et indépendante, toujours indépendante aujourd'hui. Donc on est détenu par une même famille qui est au plus active aujourd'hui chez Oris. Donc que ce soit Ulrich Herzog, notre président, qui était le directeur marketing dans les années 80 et donc qui a repris cette maison au moment où effectivement elle aurait pu disparaître, avec le docteur Rolf Portman qui était le dirigeant de l'époque, et ils sont toujours présents aujourd'hui, alors surtout Ulrich, et au travers aussi des générations suivantes avec sa fille qui est co-CEO aujourd'hui, Claudine, qui est toujours active chez nous. Et qui est donc censée perpétuer Bon, on l'espère en tout cas. Le style de management d'Oris. Oui. En tout cas, ils sont là. C'est vraiment, c'est une entreprise familiale avec une volonté de s'inscrire sur le temps long et de durer encore 120 ans, j'espère. Au moins. Je serai plus là, moi. Au moins. Alors ça, c'était pour la partie historique. Là, on vient de passer une année compliquée, 2024. Comment vous l'avez ressenti chez Oris et là, on en est où, selon vous? Parce que alors, pas de boule de cristal, c'est hyper compliqué comme question. Mais c'est quoi le ressenti aujourd'hui? Non, pas de boule de cristal. Alors effectivement, on a eu, si on fait on regarde un peu dans le miroir, il y a dans le rétro plutôt, on a l'après-Covid où on a 2-3 années assez sympathiques, fabuleuses, une euphorie. Il y a de l'argent sur les comptes parce qu'il y a eu comme un arrêt. Et peu de moyens de les dépenser. Peu de moyens de les dépenser, donc il y a une envie de se faire plaisir. Donc effectivement, l'horlo fait partie de ce domaine ou de ces domaines qui ont profité de l'après-Covid. Et puis à un moment donné, je pense qu'il y a un rétablissement d'une logique de marché. Donc ça s'aplanit et où ça redevient juste à peu près normal. En plus de ça, évidemment, il y a des critères économiques ou des challenges, mais qui sont mondiaux et pour tout le marché, que ce soit le marché du luxe en général, c'est pas que l'horlogerie qui a pris une claque, tout ce qui est tous les domaines des biens à la personne, on va dire pour être un peu trivial, les produits inutiles ont forcément senti une baisse. Et puis après on a l'Asie aussi qui va moins bien, en tout cas la Chine continentale qui va beaucoup moins bien, qui a fléchi un tout petit peu, et puis après les crises économiques en Europe, donc crise de confiance, il y a aux États-Unis aussi, etc. Et puis il y a un élément clé qui est la crise des stocks entre guillemets. Les marques ont produit, on a vendu aussi chez nos détaillants. Aujourd'hui, on arrive quand même à des niveaux de stock qui sont assez importants, et forcément, il faut que ça s'écoule, mais il faut que la demande soit là. Bon alors ça, sur les éléments incontrôlables, on va attendre. En revanche, pour ce que vous contrôlez, qu'est-ce qui arrive bientôt, là, chez Oris? Parce que cette année, c'est une année extrêmement importante pour nous, Oris, en France, puisque c'est l'année du redesign de la collection la plus importante pour nous, celle qui notre best-seller, c'est la famille Big Crown Pointer Date, qui à Watches and Wonders aura la part belle et va être vraiment décliné, avec des couleurs, avec un nouveau produit, la Big Crown originale. Donc, on change pas seulement le fond du cadran. Non. Là, c'est un nouveau boîtier, vraiment un nouveau modèle. Ceci est une révolution. Non, mais c'est le modèle Pointer Date depuis 1938 n'a jamais quitté le catalogue. Donc le Pointer Date, c'est une création Oris. Donc on est très fiers de cette collection. Elle a beaucoup évolué. On précise, le Pointer Date, c'est une création Oris. La complication Pointer Date est une création donc, Oris. La date indiquée par une aiguille, donc c'est vraiment une création Oris. Cette famille, cette collection a passé les années, a traversé le temps en évoluant, en changeant. Et puis cette année, là, ça faisait quand même quelques temps que cette famille n'avait pas réellement eu un grand coup de jeûne.
Et ça doit faire 5-6 ans. Et donc là, elle arrive avec une nouvelle boîte, des mouvements maison avec la famille 400, 403, 473, et puis aussi des mouvements 754, donc qui sont sur des bases Cellita, tout simplement. Mais donc ce qui va nous permettre d'avoir un tarif aussi. C'est ça, donc une beaucoup entrée de plus bas. gamme Exactement. beaucoup plus basse. Et là, l'idée, en fait, c'est vraiment de se repositionner quand même, enfin de réaffirmer qu'on n'a pas quitté notre créneau ou notre segment de base qui est autour de 2000 euros avec l'arrivée des mouvements maison. Effectivement, quand on lit, quand on regarde sur les réseaux, quand on écoute nos consommateurs, il y a aujourd'hui une impression de leur part que Oris a quitté le segment des 2000 euros pour partir sur un segment plus élevé. Et donc, je pense qu'on a fait des erreurs aussi de communication. Le 400 avec le calibre 400 avec l'arrivée des ProPilot a certainement poussé Exactement, dans ce sens-là. Exactement. Et en fait, je pense que c'est à nous aussi de réaffirmer. Non, on est toujours présent, on a toujours des produits bien placés, le bon rapport qualité-prix, ce qui nous a toujours été, qui était l'image d'Oris, qui est toujours l'image d'Oris. Donc, on doit réaffirmer ça. Et je pense que c'est à nous aussi de communiquer là-dessus. Et donc, à Watches and Wonders, les stars seront ces produits plus access autour de 2000 euros, même à 2000 euros. Et c'est ça, j'espère qu'elles seront très bien accueillies. Pour réaffirmer le segment d'Oris et pourquoi pas un quartz de qualité? Alors, ça, c'est pour l'instant, non. Il y en a pas. Je sais que Oris a cette image de marque 100% mécanique et quasiment depuis toujours. Et même c'est il y a un imaginaire comme quoi Oris n'a jamais fait de quartz, ce qui est pas vrai. Dans les années 70-80, Oris proposait du quartz et avec des montres assez emblématiques dans les années 80. Mais ça a été abandonné pour justement éviter, se sortir de cette crise du quartz en allant au Japon avec des produits mécaniques, proposer aux Japonais des produits mécaniques. C'est ce qui a plu, c'est ce qui a permis à la marque de se relancer. Maintenant, moi, je suis pas du tout contre, personnellement, l'arrivée du quartz. L'addition d'un quartz dans le catalogue. Au contraire, en fait, parce que pourrait avoir un. Ça peut être intéressant et en fait, il y a des consommateurs qui sont demandeurs de quartz de qualité. Aujourd'hui, on peut aussi avoir des quartz solaires. On le voit chez Cartier, par exemple. Ouais. Il y a plein de grandes maisons, en tout cas de grands noms du luxe qui proposent cette possibilité. Et aujourd'hui, en fait, des quartz de qualité, il y en a même chez Patek Philippe, donc on peut. Non, clairement, aujourd'hui, moi j'ai vu ça. 2024, c'est un peu l'année de la réconciliation entre le mécanique et le quartz, à travers différentes marques qui ont sorti justement, mais aussi pour des problématiques de prix et d'entrée de gamme. Et ce qui semble assez logique, de permettre à des clients d'accéder à la marque via le quartz, et puis après pour les emmener vers le mécanique dans la mesure de leurs moyens. Donc ça, le quartz, moi, j'aimerais bien. Enfin, je milite. Pour l'instant, c'est pas encore. Il y a encore des garde-fous entre guillemets qui veulent que du mécanique chez Oris. Maintenant, je pense que pour une clientèle plus jeune, pour une clientèle effectivement, et c'est pas aussi qu'une question de moyens, c'est aussi, on parle que de la précision en permanence sur la mécanique. Les montres les plus précises resteront forcément des montres à quartz. Et ça reste la montre qu'on n'a pas besoin de remonter. Exactement. Et donc on peut prendre à n'importe quel moment. Voilà. C'est ce qui reste bien pratique et on le sait. Donc c'est pas pour le moment, c'est pas prévu pour l'instant, mais on ne sait jamais. Combien de nouveautés en 2025 ? Une vingtaine de nouveautés proposées. Alors, c'est avec en comptant les déclinaisons. Oui, voilà, c'est avec les déclinaisons de couleurs. On essaye depuis quelques années de réduire le nombre de nouveautés, le nombre de montres proposées pour avoir des focus clairs sur les collections et d'avoir une vraie lisibilité en fait de la marque par le consommateur. À l'inverse d'autres grands groupes qui ont fait le choix de multiplier les sorties avec notamment des éditions limitées qui sont de plus en plus fréquentes. Oui. Là, chez Oris, on reste assez conservateur au niveau édition limitée. Il y en a quelques-unes toujours, parce que ça fait partie de l'ADN de la marque, mais beaucoup moins. Il y a eu une époque où on pouvait sortir 15, 20, 30 séries limitées dans l'année. À un moment donné, ça manque de sens. Aujourd'hui, cette année, je pense qu'on en aura 2 ou 3. Il y a toujours la Holstein Edition qui arrivera. Donc la Holstein Edition vient célébrer l'anniversaire de la marque en juin, le 1er juin de chaque année. Donc c'est une série limitée qui est réservée aux boutiques et au e-shop. Cette année, elle devrait être très très particulière et plaire aux geeks de l'horlogerie. Donc, j'en dis pas plus, il faut attendre le 1er juin. En attendant, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? Beaucoup de succès. Encore, et que le succès soit de retour, et surtout que toutes ces nouveautés viennent relancer. Et que le marché reparte pour tout le monde, parce qu'à un moment donné, on a besoin de la concurrence aussi. On a besoin que le marché se porte bien. Quand tout le monde va, tout va. Exactement. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, Laurent. À bientôt. À bientôt.